Bienvenue à vous. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'au Red Turtle, puisqu'effectivement cette conférence était programmée tout d'abord à la Gazette. Donc je suis ravie qu'il y ait quand même du monde ce soir. Je ne sais pas si j'ai besoin de me présenter, je crois que tout le monde me connaît à peu près là. J'ai l'impression que oui, non. Donc Véronique Cohn, psychologue psychothérapeute, et j'interviens depuis 2 ans sur des thématiques autour de la relation amoureuse, ateliers, conférences. Il y a très peu de temps là, j'animais le concept des éclairages amoureux ici, où c'était comme des séances de thérapie mais en grand groupe. Voilà. Et ce soir, le thème sur lequel vous venez est une conférence débat, puisque je vous donne à un moment donné la parole. Donc si vous avez des questions en cours, n'hésitez pas à les garder dans votre tête pour pouvoir les exprimer à un moment donné. J'y répondrai volontiers. Et donc le thème de ce soir est autour de faire vivre le désir dans le couple. Alors la question du désir et du couple. Donc ça, c'est pas une question... c'est une question médiatique et c'est pas une question simple. Parce que médiatique, parce qu'on entend très souvent dans les médias la question ce qui est dit souvent, c'est voilà, au bout d'un certain temps, en général c'est 1 an à 2 ans, l'usure du désir se fait savoir. Le désir s'émousse dans le couple quand vous êtes en relation, après le temps de la fusion. Il y a une forme de lassitude, de routine, d'habitude qui fait que les partenaires commencent à avoir moins de désir sexuel. Et c'est comme si la flamme s'éteint. Alors on peut parler, parce que quand je disais faire vivre le désir, je pense qu'on parle ici, en tout cas je le précise, de désir sexuel, mais ça peut être aussi un désir affectif. Hein, c'est les deux. Hein, il peut y avoir aussi une usure des sentiments. Donc c'est soit sexuel, soit sentimental, et ça peut être des fois les deux à la fois. Souvent on dit, moi je sais pas, je vais débattre de ça, je suis pas tout à fait d'accord avec cette idée que le désir n'est pas là pour très longtemps. En tout cas ils disent que c'est compliqué de le maintenir, une forme de devoir conjugal après qui s'installe. Les partenaires se connaissent, donc voilà, on dit qu'il y a tellement de sécurité, d'habitude, d'acquis, de logistique famille, de surinvestissement au travail ou dans d'autres sphères de la vie, que finalement le désir s'amenuise, se rétrécit et finit en chimère, quoi. Voilà, ça c'est ce qui se dit dans les médias. Alors, il y a des enquêtes qui ont été menées. Pour un certain nombre de couples, c'est quand même assez vrai. Il se trouve qu'il y a 30% des couples qui sont mariés qui, au bout de 2 ans, font beaucoup moins l'amour et ont beaucoup moins de désir sexuel, et 70% qui espacent les relations sexuelles et qui se raréfient de plus en plus. Voilà. Donc c'est quand même des enquêtes qui ont été menées. Alors après, dans toute cette conférence que je vais mener, je vais vous dire un peu, moi, mon opinion là-dessus, ce qui se passe aussi au niveau sociétal, qui fait qu'à mon avis, il y a quelque chose qui se joue et qui impacte ces histoires de pérennité du désir dans le couple. Parce que l'idée ici, c'est comment faire durer le désir, comment est-ce que la longévité du désir peut se perdurer dans le temps, et qu'est-ce qui fait entrave, en fait, à mon sens, et c'est ce dont je vais vraiment développer ce soir sur cette question-là, c'est qu'est-ce qui empêche le désir de continuer à se dérouler comme au début. Voilà. Qu'est-ce qui empêche ? C'est surtout ça, plutôt que de regarder les techniques volontaristes, c'est-à-dire comment, par la volonté, il faut faire quelque chose pour avoir du désir, quand il y a une observation d'un manque de désir. Parce que tout ce qui est volontariste, c'est ce qui est très à la mode à l'heure actuelle. La plupart c'est pour ça que je parlais des médias, des articles dans les journaux, ou des revues psychologie, ou des bouquins sur la psychologie, ou même chez les sexologues,
on voit souvent des techniques volontaristes. Voilà, par la volonté, faites ceci, faites cela, utilisez des fantasmes, utilisez des sextoys, utilisez des froufrous, des habillements sexy, faites des photos sexy. Donc faites des tas de trucs pour agrandir l'imaginaire fantasmatique par la volonté. Et en fait, moi, je n'y crois pas du tout, même si ça marche, on est dans des techniques volontaristes. Et pour moi, ce qui va vraiment être beaucoup plus impactant, c'est mettre de la conscience sur qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui crée des tensions, qui empêche que le désir reste à la surface, parce que je suis intimement convaincue que le désir sexuel, notamment, mais même le désir affectif, le désir des cœurs qui s'unissent, est franchement naturel et spontané. C'est-à-dire que quand il y a deux personnes qui ont un feeling et qu'il y a de l'amour qui les traverse, en fait, c'est tout à fait naturel que les corps aiment faire l'amour. Il n'y a pas besoin de rajouter des grains de sel, des piments, des fantasmes en tout genre, je sais pas quoi, des habillements sexy et de tout ce qu'on veut pour générer quelque chose. Au contraire, pour moi, ça va agrandir les tensions. Et je suis intimement convaincue, ce que je disais, que c'est dans la plus grande détente, dans la plus grande naturalité, que le désir se perdure. Que le désir est. Le désir est et non pas le désir se crée. Hein. Donc tous les trucs créatifs qui sont inventés à notre époque, soyez créatifs, inventez des tas de trucs, c'est ce que se disent beaucoup de sexologues d'ailleurs. Je vais me faire allumer là si je dis ça, mais bon, je m'en fous. Tout ce qui a trait à la créativité fantasmatique, imaginaire, pour moi, agrandit la névrose actuelle autour de cette histoire de désir. Comme quoi il faut du désir, il faut être compétent en amour, il faut être désirable tout le temps, il faut être un couple qui a du désir, il faut performer en fait. Hein. Donc on entend tous ces il faut, et c'est extrêmement pressurisant. Hein. C'est stressant pour nous dans cette société moderne d'avoir tous ces il faut au-dessus de notre tête. Hein. Comme si on devait se rendre à cette norme sociale qui est il faut avoir du plaisir, il faut avoir du désir longtemps, il faut avoir de l'orgasme, il faut être compétent en amour, être un bon amant, une bonne amante, être beau, être belle, être excitant, être excitante, être désirable. Tous ces il faut mettent une pression énorme, comme si on ne pouvait pas lâcher ça, quoi. Et moins on le lâche, plus on a des enjeux psychologiques et plus on met des enjeux de performance, et à mon avis, plus ça crée des dysfonctionnements sur la sexualité, comme l'impuissance, la fragilité, et des tensions et des disputes, et des enjeux énormes psychologiques. Il faut que ça marche. Hein. Et cet idéal romantique et sexuel nuit énormément, à mon sens, à la naturalité du désir. Voilà, ça c'est la première chose en introduction que je voulais pointer, parce que ça me semble essentiel. Ce que j'ai pu remarquer de par ma propre expérience, après ça ne vaut que mon expérience, hein, c'est pas forcément une affirmation vraie, c'est que moi je faisais des efforts pour plaire, pour faire plaisir à l'autre, pour le contenter, pour prouver que j'étais une bonne amante, etc., avec des techniques apprises XY par plein d'ateliers sur la sensualité et la sexualité. Plus j'étais dans quelque chose de tranquille et naturel et détendu, et plus je me sentais libre, et en fait plus ça marchait. Et plus le partenaire en face était à l'identique, et plus c'était simple au niveau du fonctionnement, enfin, au niveau des corps qui s'unissent pour libérer ce désir qui est là entre deux êtres. Voilà. Donc moi je suis plus dans quelque chose de laisser le désir être et suivre l'énergie qui circule entre deux personnes, plutôt que de fabriquer des trucs, que de faire des choses pour que ça aboutisse à une compétence sexuelle et affective. Voilà. C'est pas du tout ce qui est dit un peu partout, hein, mais c'est pas grave. Je donnerai quand même des pistes que j'ai visitées, explorées, hein, si vous voulez maintenir le désir dans le couple. Déjà le mot couple, déjà souvent ça me hérisse les cheveux quand j'entends parfois le mot couple, parce que dès qu'on met couple, il y a une représentation de il faut faire un couple, il faut former un couple.
Donc du coup, cette représentation, de nouveau, elle n'est pas très tranquille. S'il faut former un couple, ça veut dire il faut que ça marche, quoi. Il faut que notre couple fonctionne, qu'il dure. Donc déjà, il y a une pression, rien qu'en entendant le mot couple. Après, il y a le mot désir. Mais bon, il y a déjà le mot couple. À mon avis, si déjà on peut se libérer de l'idée de former un couple, c'est-à-dire on est deux êtres qui sont en relation, même si on est en couple et que ça dure, déjà ça détend un peu à mon avis, hein, parce qu'on se sent probablement moins obligé de faire en sorte que ce couple continue, fonctionne, marche, et qu'il y ait un résultat, un objectif à atteindre. Hein. Moins, à mon sens, vous cherchez un objectif à atteindre, moins vous cherchez de résultats, et plus les choses se déroulent telles qu'elles se déroulent. Voilà, donc je préfère, souvent avec mes patients, je leur dis, préférez le mot « je suis en relation avec toi » plutôt que « je suis en couple », parce que déjà dans le mot « être en couple », ça veut dire qu'il faut former ce couple, le faire fonctionner. Hein. Et donc être en relation, c'est peut-être plus simple déjà. Il y a déjà moins de pression sur ce qui se passe entre nous, moins de devoir faire quelque chose qui fonctionne. Plus vous vous détachez du résultat, c'est pas moi qui le disais, hein, ça a toujours été dit, plus on cherche à s'éloigner, à se distancier d'un résultat à obtenir, et moins on se met la pression. Plus ça se détend. Et pour moi, le désir, il est en lien avec la détente et pas avec la pression. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, si vous pouvez éviter de vous définir dans un couple, déjà, ça serait peut-être un petit peu plus simple. Voilà, être simplement en relation. Pour moi, être n'est pas faire, quoi. Voilà. On est ensemble, on laisse les choses se faire et on ne fait pas forcément quelque chose pour que ça marche. Première chose. Voilà. La deuxième chose que je voulais pointer aussi, c'est la notion de passion. Hein. Quand il y a souvent le feu, le désir au départ de la relation, vous avez remarqué qu'il y a une certaine forme de passion. Et c'est toute la partie fusionnelle, la période fusionnelle qui dure environ 1 an et demi, 2 ans, puisque les enquêtes le disaient, je l'ai dit au début, au bout de 2 ans, le désir s'émousse, en général chute. Pas toujours, mais fréquemment. Donc cette histoire de passion s'oppose à la sécurité, à la stabilité. Il se trouve que dans les contrats de mariage, dans les contrats couple, c'est pour ça le mot couple, vous savez que vous partez pour quelque chose de stabilisant. Et c'est peut-être aussi pour ça que les personnes se mettent en couple. Parce qu'elles se disent qu'elles vont y trouver une forme de stabilité, qu'elles recherchent d'ailleurs, hein, et qui pourrait être, pourquoi pas, légitime, mais en même temps c'est antinomique avec la passion. La passion qui est la flamme, qui est le feu, et qui n'a peut-être rien à voir avec justement la sécurité. Pourquoi ? Parce que très souvent, ce qu'on remarque par rapport au désir, et notamment au désir sexuel, c'est qu'il faut une forme de tension, tension c'est-à-dire sentir un manque, sentir que quelqu'un nous résiste pour avoir du désir. On parle de conquête amoureuse, conquête de la personne. Vous avez remarqué, il n'y a pas que moi d'ailleurs, hein, homme ou femme, on dit souvent que c'est les hommes, et moi je pense que c'est pour les deux, que plus un être nous résiste, plus il nous échappe, et plus il fuit, et plus on en a envie, quoi. Plus on a envie de le capter. Il y a quelque chose de l'ordre de sentir le manque, sentir une forme de tension en nous, qui fait qu'on s'oriente vers la personne pour pouvoir le capter. Alors, ça doit être égocentrique, hein, c'est de la préhension. Je veux te prendre. On dit, d'ailleurs, dans le vocabulaire amoureux, on parle de prendre quelqu'un. Mais néanmoins, dans cette histoire de préhension, il y a souvent le désir qui fait partie de l'histoire. Et c'est pour ça que ça, c'est une piste classique, hein, qui fait dire à beaucoup de sexologues, c'est que si vous remettez de la séduction au quotidien, si vous êtes en couple au quotidien et que vous reséduisez tout le temps, si vous cherchez à vous recapter en n'étant pas sûr que l'autre vous appartienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraie sécurité, à ce moment-là, vous régénérez de la tension, vous réinsérez de la tension dans le couple, et plus il y a de la tension et moins il y a de la sécurité et plus le désir se rehausse.
Par exemple, on le voit dès qu'il y a un des deux partenaires qui commence à s'intéresser, à avoir du désir pour une autre personne. Et quand la jalousie est au rendez-vous, même quand il y a un amant, une maîtresse dans l'histoire d'ailleurs, avec ou pas, et j'ai souvent remarqué que ces couples-là, le désir repart à fond, parce que d'un coup, par une tierce, il y a l'insécurité qui se gagne, il y a une tension, et du coup, on a de nouveau envie de capter le partenaire qui était acquis. Et du coup, voilà. Et du coup, ça génère cette espèce de hausse du désir, alors que pendant longtemps, peut-être ce couple commençait à s'ennuyer dans le sens d'une hypersécurisation. Moi, personnellement, je trouve ça un peu dommageable d'en passer par des histoires de tension, de reséduction, dans le sens tu n'es pas à moi, tu n'es pas capté, donc il faut jouer à mettre des tierces entre nous pour pouvoir rehausser le désir. Puisque ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus simple, et je vous donnerai d'autres pistes, pour être en couple et ce que le désir soit toujours au rendez-vous, étant donné qu'on est des êtres désirants, et la nature des corps, elle est faite, on est fait du désir. Nos corps sont faits pour faire l'amour. On n'a pas besoin d'inventer plein de tas de trucs, et notamment toutes ces techniques de, pourquoi pas, reséduire, inventer des tierces pour que l'autre soit jaloux, pour recapter l'attention, pour remonter le désir et l'attention, et la passion, pourquoi pas. Mais c'est un peu compliqué tout ça, hein. C'est complexe et compliqué, mais force est de constater que ça marche, hein, que quand d'un coup un des deux regarde quelqu'un d'autre avec désir, hop, il y a tout de suite une tension qui se met, et souvent ça donne envie de conquérir celui qui était acquis. Voilà. Donc la sécurité, trop de sécurité, vous avez compris que c'est bien, mais ça s'oppose à la passion et au désir. Voilà. Donc les idéaux qui sont les idéaux d'imaginaire fantasmatique, pour moi, ça vaut peanuts. Hein, tout ce qui est imaginé, comme au cinéma, la passion, le romantisme va durer toujours et nous serons heureux pour tout le temps, etc. Moi, je n'y crois pas du tout. Et ça crée un idéal qui, au contraire, va amener beaucoup de désillusions et beaucoup de déceptions. Bon, j'en ai déjà parlé dans d'autres conférences. Mais tous les idéaux du couple romanesque, où il doit y avoir beaucoup de désir à la clé, tout le temps maintenu, etc., ça crée beaucoup de déceptions dès le départ. Donc ces représentations idéalistes sont respectables, hein, parce que ça fait partie de l'imaginaire romantique, mais ça va générer beaucoup de frustration à la clé, parce que c'est juste pas possible de passer son temps à idéaliser la relation amoureuse, quoi. Mieux vaut la vivre au jour le jour et laisser venir ce qui vient. Voilà, ce que je disais tout à l'heure. Autre chose qu'on dit aussi souvent par rapport au désir sur les femmes, moins sur les hommes, parce que soi-disant les hommes sont plus dans la génitalité tout de suite et les femmes plus dans le cœur. Alors je mets des bémols parce que en fonction des pôles féminins et masculins en chacun d'entre nous, c'est pas tout à fait vrai tout le temps, hein. Faut éviter les généralisations, tous les hommes ceci, toutes les femmes cela. Mais on dit globalement que les femmes ferment leur cœur au niveau du désir sexuel aux hommes quand il y a beaucoup de disputes, de contentieux, de reproches ou de jugements. Elles peuvent fermer leur cœur et du coup fermer leur sexe derrière. Classique, hein, on entend, et ça dépend qui. Et on dit que les hommes ont moins ce problème parce que eux, ils sont plus d'abord dans le sexe, et on parle même de réconciliation sur l'oreiller, que du coup, s'il y a pour les hommes des rapports sexuels, ça ouvre leur cœur. Bon, alors après, je ne sais pas ce que vous en pensez, vrai, faux. Ce que j'ai pu constater par moi-même, c'est que de toute façon, en général, quand il y a de l'amour entre deux êtres, même s'il y a des conflits et des contentieux, sur la forme, si vous pouvez, sur le fond, rester en amour, même quand il y a des disputes, le cœur va se réouvrir et ça va ouvrir le sexe. Et quand il y a de la sexualité, très souvent, et que ça marche bien, enfin que ça marche, que voilà, ça se passe plutôt pas mal, à ce moment-là, ça ouvre le cœur. Donc c'est à double porte, hein. Le sexe, la sexualité ouvre le cœur en général, vous avez pu le remarquer. Et si vous n'êtes pas attaché, agrippé
aux disputes par rapport à la forme des disputes, si vous restez en amour, le cœur ouvert derrière les disputes, il y aura plus de chances que vous puissiez arriver à continuer de faire l'amour quand bien même il y a des disputes. Ça, c'est mon expérience de femme que je peux vous livrer. C'est que je distingue le fond et la forme en amour. La forme, c'est qu'est-ce qui se passe entre nous. C'est normal qu'il y ait des disputes, c'est normal qu'on ne soit pas toujours d'accord, qu'on ait des décalages de valeurs, notamment liés à des profils de personnalité dont j'en reparlerai dans mon bouquin, mais c'est normal qu'on ne soit pas toujours en accord. Ça ne veut pas dire pour autant que le fond ne reste pas intact. Le fond qui est notre essence d'être en amour. Voilà. Et notamment quand vous avez beaucoup aimé quelqu'un au début de la relation, il n'y a pas de raison pour que ça s'entache par des tonnes de disputes, sauf s'il y a de la maltraitance, mais là je ne parle pas de la maltraitance, parce que les tensions sont inhérentes aussi. On ne va pas être toujours dans l'idéal et dans cuicui les oiseaux, tout va tout le temps bien, etc. Donc quand il y a des disputes, des conflits, des désaccords, c'est normal. C'est des nuages qui passent dans le ciel. Et si vous êtes en capacité de pas tenir compte des nuages, à ce moment-là, l'éclaircie va venir juste derrière, après la pluie de beau temps. Donc ce serait pas mal de se tenir en amour et d'ouvrir votre cœur et votre sexe, même quand il y a des conflits. Je parle aux femmes, mais je parle aussi aux hommes, c'est pareil. Plus facilement aux femmes peut-être. En tout cas, moi, pour l'avoir vécu comme ça m'a jamais perturbée. Je suis une des rares femmes peut-être qui ose dire que les disputes, les contentieux, les conflits ne m'ont jamais empêché de faire l'amour avec un homme. Voilà. Ça ne m'a jamais plus froissé que ça, parce que je sais que derrière ça, et ça n'appartient qu'à moi, ça n'appartient pas à l'autre d'ailleurs, je peux me sentir en amour derrière les conflits. Voilà. Garder le lien, peut-être que aussi par rapport à une forme de compréhension peut-être des mécanismes, que l'essence n'est pas la forme, que l'essence de l'amour, la virginité de l'amour, avec un grand A, n'a rien à voir avec la forme que prend et qu'épouse la vie à chaque instant. Donc on est en conflit, on est en conflit, voilà. Pour des raisons XY, on peut se mettre sur la tête. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour derrière. Voilà. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à saisir, vous pouvez pas le saisir, mais pour moi il y a une forme de grand A qui se cache derrière le jeu des personnalités, dont on est forcément prisonnier, puisque, comme je l'ai traité dans le livre que je viens de publier, on est prisonnier de nos conditionnements qui sont liés à notre personnalité, qui vont définir des couleurs, des goûts, des tendances, des valeurs, des valeurs non négociables, sur lesquelles on ne supporte pas que l'autre vienne nous irriter, nous chatouiller. Donc ça, c'est nos personnalités qui génèrent des conflits de valeurs, comme ça, bien souvent. C'est pour ça qu'il y a des disputes dans le couple, et ça sera toujours comme ça. Le problème n'est pas tellement qu'il y ait des disputes, c'est comment j'en arrive à vraiment fermer mon cœur et mon sexe s'il y a des disputes, s'il y a des tensions. Voilà. Est-ce que je ne peux pas rester quand même quelque part le cœur ouvert, même si je comprends qu'en face, ça ne résonne pas au même endroit que moi et que l'autre ne peut pas être comme je voudrais qu'il soit. Voilà. Donc plutôt que de vouloir changer l'autre, qui ne peut pas changer parce qu'il est conditionné comme ça, est-ce que je peux rester dans cet arrière-plan qui est l'amour qui nous unit et qui dépasse l'entendement de la forme que prend la vie à ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'est une piste que, en tout cas, moi, j'ai toujours trouvée, donc je vous la confie. Autre chose, ça c'était par rapport aux disputes et aux contentieux, puisqu'on dit que souvent les disputes ferment le cœur et fait qu'il y a beaucoup moins de désir sexuel. Autre chose aussi, c'est l'addiction à l'intensité aussi, qui peut générer ce truc de passion là. Donc les addicts à l'intensité amoureuse ou l'addict à l'intensité de la sexualité, c'est quoi? C'est tout simplement une forme de mémoire du corps qui a goûté à des espaces fusionnels qu'il a adorés, puisque c'est jouissif, goûteux, savoureux et tutti quanti. Et donc cette mémoire va faire que on est biologiquement attiré par le plaisir et on veut y retourner.
Et donc, si vous avez touché ça avec un partenaire, vous allez chercher et courir derrière, retrouver cette mémoire. Ça va créer une forme d'addiction, de dépendance, mais d'addiction à l'intensité sexuelle et amoureuse d'un certain moment où vous l'avez touché. Voilà. C'est pas très tranquille, ça, hein, parce que cette mémoire va vous faire vraiment courir derrière parfois des chimères, parce que vous n'êtes pas neuf et frais pour vivre avec votre partenaire quelque chose qui pourrait être différent de ce qui a été goûté et touché à un moment donné. Voilà. Ça, je vais le développer un tout petit peu, parce que si vous comprenez ça, c'est magique comme piste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez fait l'amour une fois avec quelqu'un que vous avez trouvé formidable, c'était exceptionnel, il est vraiment compatible avec vous. Vous savez, c'est comme des molécules, hein. On est des molécules qui se matchent. Et donc, ces molécules s'assemblent ou ne s'assemblent pas. Il y a quelque chose de mystérieux, mais voilà, il y a quelque chose qui match, les molécules s'assemblent. Formidable, et ça, c'est la mémoire du corps, c'est biologique. Donc, on s'attire, on fait l'amour, c'est mystique, c'est mythique, c'est extraordinaire. Et youpi, on a une mémoire jouissive dans le corps. Ensuite, on va vouloir ne plus perdre ça, y retourner. Et plus jamais que ce soit fade, quoi. Hein. Donc, soit avec ce même partenaire, c'est pour ça qu'un an ou deux après, très souvent, on est déçu que c'est plus pareil qu'au début, et on commence à accuser, à blâmer, soit soi-même en général, on se sent responsable que ça se passe pas aussi bien qu'au début, ou on évalue que l'autre est responsable de ne pas faire comme au début. Voilà. Donc, on en veut au partenaire ou à soi-même que ce soit pas aussi bien qu'au début, à cause de cette mémoire biologique. Donc ça, c'est important de le noter. Et en même temps, pour moi, ça creuse déjà le lit de l'impuissance et d'une forme de désespoir, quoi. Parce que si vous voulez toujours retourner à ce qui a été, vous vous perdez là-dedans, quoi. Une des pistes qu'on donne en général au tantra, puisque je co-anime des stages de tantra, c'est pour justement sortir de cette affaire. On dit comme ça, mais regardez l'autre quand vous faites l'amour avec votre partenaire que vous connaissez depuis peut-être longtemps, comme si c'était toujours la première fois. C'est-à-dire comme s'il n'y avait jamais eu aucune mémoire, aucun vécu. Hein. L'instant est frais et neuf. Vous ne savez rien sur lui, je ne sais rien. Voilà. Comme un enfant qui s'émerveille en ne sachant pas qui est en face, comment elle fonctionne, ce qu'elle aime pas, qui elle est. Voilà. Parce que dans la sexualité, vous avez remarqué que quand on sait comment fonctionne l'autre, on se comporte, on s'adapte à l'autre. On fait ce qu'on croit qu'il aime, on ne fait pas ce qu'on croit qu'il n'aime pas. Donc en fait, on répète à un moment donné un certain schéma, et il n'y a plus quelque chose de frais, il n'y a plus quelque chose de neuf là-dedans. Et c'est vraiment dommageable, ça. Donc cette piste qui consiste à regarder l'autre comme pour la première fois, sans aucun savoir, permet à la fois l'émerveillement, à la fois du renouveau, un regard neuf, et à la fois d'être beaucoup moins en prise avec cette mémoire de ce qu'on a connu au tout début et qu'on voudrait tout le temps que ce soit pareil. Ça permet justement qu'à chaque fois c'est différent. À chaque fois c'est comme pour la première fois. Et parfois ça peut se passer de façon extraordinaire comme au début, parfois ça peut être beaucoup moins dense, ça peut être juste... comme des sex friends, des fois ça peut être super mystique, des fois ça peut être ludique, parfois ça peut être ennuyeux, parfois on peut être très déçu. Mais si vous regardez l'autre tout le temps comme pour la première fois, vous êtes dans une acceptation profonde de ce qui se joue entre vous à chaque fois, au lieu de vouloir retourner toujours à la même chose que vous avez aimé au début. Et là, il va y avoir une désillusion à la clé. Voilà. Ça, c'est encore une piste que je peux vous donner, en tout cas qui me sert beaucoup, pour maintenir le désir avec un même partenaire pendant longtemps. Voilà. Je vais continuer à vous donner des pistes que j'ai trouvées. Vous voyez, ce sont des pistes non volontaristes. Hein. Il n'y a pas à faire quelque chose pour créer un truc, pour que ça marche. Il y a plutôt à regarder comment on s'empêche de laisser le désir se faire.
Justement, puisque je suis dans cette histoire d'être beaucoup moins dans le jeu des personnalités, plus vous êtes dans une dimension impersonnelle, moins vous êtes dans du psychologique, plus vous avez de chances à ce que le désir soit naturel, y compris dans les couples long terme. Pourquoi ? Parce que quand on est beaucoup moins identifié à notre petit moi, notre ego, et qu'on est moins en relation avec quelqu'un aussi qui est identifié à un moi, c'est-à-dire quelqu'un qui a cette personnalité-là, qui s'appelle comme ça, qui aime pas ça, qui m'énerve là-dessus, qui m'énerve pas là-dessus, etc. Moins on est dans quelque chose de personnel, et plus on a de chances d'être libre. Donc je m'explique. C'est-à-dire, moins il y a d'enjeux psychologiques. C'est-à-dire que, par exemple, vous faites l'amour avec votre partenaire que vous connaissez, imaginez vous arrêtez de le connaître. Voilà, vous ne connaissez plus. C'est impersonnel. Vous faites l'amour avec, comme si vous étiez, je sais pas, un animal au niveau instinctif. Si vous prenez le premier chakra, voilà, juste au niveau sexuel, vous pouvez imaginer que vous êtes un lion, une lionne, un tigre, un criquet, un oiseau, un quoi, je sais pas, n'importe quel animal, un quoi ? Un écureuil, ça c'est moi, un flamant rose, un aigle, ce que vous voulez, voilà. Donc vous imaginez que à chaque instant, vous incarnez par exemple un animal, mais ça peut être un végétal, ça peut être un minéral, ça peut être n'importe quel symbolique imaginaire, ça peut être une star, ça peut être voilà. Et là, c'est pour accéder à quelque chose d'impersonnel, pour sortir des enjeux psychologiques qui vous empêchent de faire l'amour de manière naturelle. Alors, c'est des trucs que je vous donne parce que pour l'avoir, pour l'expérimenter, explorer, ça marche vachement bien. C'est-à-dire, vous fantasmez, mais sur quelque chose d'impersonnel. Vous êtes tout, par exemple, vous pouvez mettre même une déesse de l'amour, un dieu de je sais pas quoi, enfin ce que vous voulez, tous les hommes à la fois, toutes les femmes à la fois, tout ce que vous voulez, qui vous permet de rentrer juste dans l'instinct de la pulsion sexuelle, juste là, mais d'être présent dans un désir qui est vivant. Parce que, on le dit toujours, mais la libido, c'est être en vie. Donc c'est quelque chose de vivant. Vous n'avez pas besoin d'être monsieur quelqu'un, monsieur, madame machin ou monsieur truc, pour sentir le désir sexuel. Le désir nous traverse simplement par cet imaginaire qui est relié à toutes les formes qu'épouse la vie. Voilà. Et notamment, si vous pouvez prendre des formes pour vous qui ont des fortes attractions érotiques ou sexuelles, parfait, quoi. Donc vous pouvez fantasmer, mais ne pas fantasmer sur l'autre, votre partenaire X, voilà. Parce que sinon vous personnalisez, et plus vous personnalisez, plus il va y avoir des enjeux psychologiques du genre « je t'évalue, je m'évalue », tu n'es pas assez comme il faut, que tu fais pas le geste parce que c'est toi, je ne fais peut-être pas le geste correct parce que c'est moi et je sais que je ne suis peut-être pas la bonne amante parfaite que tu aimerais que je sois, des trucs comme ça. Voilà. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, et je le signale, c'est que dans notre société, on doit être performant et compétent en termes de sexualité, et donc on s'évalue tout le temps. La plupart d'entre nous, on passe notre temps à nous évaluer sur notre valeur, et notamment notre valeur bon amant, bonne amante. Donc ces enjeux psychologiques sont très forts dans la relation amoureuse et sexuelle, et c'est pour ça que s'en départir, c'est pas mal. Voilà, ça c'était une piste, c'est de se désidentifier et vivre la relation de manière beaucoup plus impersonnelle que personnelle quand vous faites l'amour avec quelqu'un, notamment avec votre partenaire. L'histoire de l'évaluation, puisque je suis sur l'évaluation, donc ce que je viens de dire là. On passe son temps à s'évaluer, ça c'est vrai. On passe son temps à s'évaluer, notamment regardez quand vous faites l'amour avec votre partenaire, s'il n'y a pas des moments un peu moyen, beaucoup, où vous vous dites « Oh là là, je suis pas à la hauteur, je vais peut-être pas faire le bon geste, peut-être que je suis pas assez... » Alors, soit c'est sur le geste correct, soit c'est parce que
soit parce que vous vous évaluez sur la beauté du corps, hein, il y en a qui sont vraiment inhibés parce qu'ils ne se trouvent pas assez beaux, pas assez belles, ils ont plein de complexes, imparfaits, c'est normal, on est des êtres imparfaits, hein. Mais quand vous êtes vraiment dans je me juge, pas assez jolie, pas assez beau, pas assez ceci, va voir tous mes défauts, je suis un vilain petit canard, etc. Donc toutes ces évaluations vont inhiber, empêcher le désir de circuler, évidemment, hein. Soit des évaluations sur vous-même, il y en a certains qui sont tellement en train de se juger, de se critiquer, que du coup ça bloque complet, hein. Ou c'est l'évaluation sur l'autre. C'est-à-dire l'autre, mon partenaire, il fait pas ce que j'aime, ou alors, oh là, il va être impuissant dans 2 minutes, ou alors, là, il a envie, mais il va pas avoir envie, alors je suis pas assez désirable, voilà. Donc souvent, en plus, il y a une confusion entre s'il me désire, par exemple, si cet homme a une érection pour moi, ça veut dire qu'il m'aime, et ça veut dire que je suis désirable. Donc souvent il y a une confusion, hein. S'il a une érection, ça veut dire qu'il me désire. Non, pas forcément. S'il a une érection, il peut avoir une érection sans me désirer, et ça ne veut rien dire de moi sur ma désirabilité, sur mon attrait, sur ma valeur, hein. Là aussi, il faut couper, il faut découpler l'histoire de s'il me désire, j'ai de la valeur. S'il me désire pas, j'ai pas de valeur. S'il me désire, il m'aime. S'il me désire pas, il m'aime pas. Donc tout ça, c'est des hallucinations, des délires sur lesquels on est pris très souvent les uns et les autres. Donc je préfère aussi le pointer pour que vous ne soyez pas complètement prisonnier de ce truc-là. C'est complètement, parfois, séparé, cette affaire, hein. Donc s'évaluer, ce sont des moyens, des stratégies pour vraiment inhiber le désir qui est naturel entre deux personnes. Donc quand on regarde toutes les évaluations passées, dans nos têtes, dans nos esprits, toutes ces évaluations mentales, eh ben, on peut commencer à laisser les choses se faire, voilà, circuler naturellement. Donc, comment faire? Vous me direz, c'est pas simple, hein, parce que les évaluations, on n'a pas le temps de dire ouf qu'il y en a déjà 10 tonnes dans notre tête. Et c'est les voir, comme en méditation en fait. Si vous faites de la pleine conscience ou de la méditation, c'est regarder combien je m'évalue moi ou combien j'évalue l'autre pendant que je fais l'amour. Et est-ce que je peux laisser passer le train de ces pensées, ne pas m'y agripper, ne pas m'y accrocher, pour me remettre dans la sensation du corps dans l'instant d'après, au lieu de m'agripper à la pensée « je fais mal » ou « il ne me désire pas » ou plein d'autres pensées comme ça que vous avez dans votre tête. Voilà. Donc très souvent, vous n'êtes pas au courant des pensées, vous êtes identifié à vos pensées, vous partez dans le train des pensées au lieu de les voir et de ne pas vous y agripper. Donc la méditation va beaucoup aider, ou la pleine conscience, hein, va aider à ne pas s'agripper à toutes ces évaluations qui entravent le désir qui est naturel entre deux personnes. En fait, ici, hein, on est toujours dans regarder ce qui bloque, hein, parce que le désir est naturel. Autre piste aussi, c'est quand il y a de la frustration, parce qu'il y en a un qui a beaucoup de désir et l'autre pas. C'est souvent comme ça que ça commence dans les couples, hein. Il y en a un qui a envie et l'autre qui n'a pas envie. Donc, ou il y en a un qui a plus envie que l'autre. Donc il y en a un qui est demandeur, on l'appelle le maximiseur, et celui qui a moins envie ou qui se sent envahi, on l'appelle le minimiseur. Voilà, il n'y a peut-être pas les mêmes rythmes, pas les mêmes besoins, pas les mêmes demandes, et plus il se trouve que le maximiseur, celui qui est demandeur, demande, plus il met la pression à l'autre, et plus l'autre il se sent envahi, étouffé, et moins il donne, hein. C'est toujours le truc qui se mord la queue. Plus il y a du « il faut », je l'ai dit au début, et moins l'autre il a envie d'aller vers, hein. Donc le « il faut », ça enlève tout désir, puisque c'est contradictoire avec l'envie, hein. Le « il faut », c'est maintenant c'est l'heure, crac. Et il y a des personnalités, en plus, je l'ai très bien décrit dans ce livre, qui justement, plus il y a un « il faut » en face, plus il y a le rebelle qui arrive au rendez-vous et qui dit « puisque toi tu veux, puisque tu es exigeant, tu n'auras pas ce que tu veux ». Ça n'a rien à voir avec l'amour, hein. Ça a à voir, elle peut vous aimer très fort, hein. C'est juste un réflexe de puisque tu veux m'imposer quelque chose, puisque je sens une exigence, Tintin, tu n'auras pas. C'est l'enfant rebelle qui se met au rendez-vous et qui dit moi on m'a tellement imposé de trucs quand j'étais petit que maintenant tu m'auras pas. Tu veux, t'auras pas. Voilà. Donc ça, c'est un conditionnement comme un autre qui n'a rien à voir avec le désir. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'amour qui est entre vous. C'est pour ça, ça c'est le fond. Il peut y avoir de l'amour sur le fond et sur la forme des jeux de personnalité qui se jouent comme ça, qui font que tout se mélange. Il y a une forme de confusion. Vous commencez à vous dire, il m'aime pas, il me désire pas. Ça n'a rien à voir.
Voilà. Donc se séparer de ces idées-là, c'est pas mal non plus. Donc il peut y avoir de la frustration pour celui qui a vachement envie et l'autre qui ne répond pas. Et donc si vous êtes en frustration du manque et que ça commence à vous stresser, vous commencez à être en colère. Avec la frustration, en général, il y a de la colère. Donc plutôt que de rester bloqué dans votre colère et votre frustration en disant « Ah, je ne vais pas lui dire parce que si je lui dis que je suis en manque, il va encore plus s'énerver, il va encore moins me donner, il va encore plus se fermer. » En général, c'est ce qui se passe. Donc vous bloquez votre colère. Et du coup, vous, après, après le rapport sexuel qui a été foireux, vous lui en voulez, vous lui faites payer, vous boudez, bref, ça passe sous ce qu'on appelle les coups bas. Hein. Donc, c'est pas une bonne idée d'être frustré et de garder votre colère. Un truc que je peux vous donner, qui est une piste aussi que j'ai explorée avec mon compagnon d'ailleurs, puisque nous, on avait ce système-là qui s'était mis en place, c'était moi qui voulais et lui qui voulait pas. Donc, ça a pris la tête. Donc, et on a joué, alors le jeu, voilà, jouer à se bagarrer. Le jeu, tout ce qui est la dimension ludique, va diminuer, voire supprimer les enjeux psychologiques. C'est-à-dire le jeu de la personnalité. Moi avec toi. Mon petit moi avec ton petit toi qui se prend très au sérieux là-dedans. Donc revenir à l'amour qui est derrière, que je parlais à l'arrière-plan, c'est aussi grâce à cette compétence du jeu que vous pouvez mettre en place entre vous, qui est, par exemple, là c'était jouer à se mettre en colère, jouer à se bagarrer comme des gosses. Bah, évidemment, vous jouez. Jouer, ça ne veut pas dire se taper dessus vraiment avec violence. Hein. On est comme des enfants, quoi. On joue à se crêper le chignon, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et on sait qu'on joue. On est au courant qu'on joue. On n'est pas dans... on joue, puis ça va partir en sucette. Hein. On sait qu'on est en train de jouer pour libérer la colère qui est présente, parce que la colère qui est présente entre nous deux, qui est vraiment l'énergie qui est là, et qui est vraiment là authentiquement entre nous, ça va libérer quelque chose. Parce que derrière le blocage, derrière l'inhibition du désir, il y a souvent de la colère. La colère chez les deux, hein, soit sur celui qui est envahi, soit sur celui qui est demandeur. Donc tant que cette énergie n'est pas libérée, très souvent vous ne pouvez pas passer à autre chose. Vous ne pouvez pas remettre de la connexion quand il y a de la frustration et de la colère. Donc jouer à mettre en scène l'énergie qui est vraiment là entre vous à ce moment-là, eh ben c'est ce qui permet de faire circuler voilà, le désir de nouveau, parce que de nouveau, l'instant d'après, il est neuf, il est frais et il est vrai surtout. Hein, et rester coincé dans votre colère, à mon avis, ça va vous embourber toujours et encore plus, parce que ça sert encore plus et tout est faux là-dedans. Donc il y a plein de non-dits, et en général, plus il y a des non-dits et plus il y a de la violence qui sort en sous-marin. Voilà ce que j'en pense. De plus, la colère, c'est une énergie vivante et bouillonnante. C'est une émotion qui part des pieds et qui monte vers la tête. Et donc, c'est quelque chose qui est bouillonnant, qui va remettre du jus entre vous si vous jouez à vous mettre en colère. En tout cas, c'est un truc qui marche assez bien. Très souvent, après, vous pouvez faire l'amour de manière tout à fait normale. Autre piste que je peux vous donner, je vous ai donné celle qui est regarder l'autre comme pour la première fois tout à l'heure, donc revenir à quelque chose de neuf, de jamais s'imaginer que l'autre est acquis, que vous le connaissez, que ça fait 10 ans que vous êtes avec, etc. Donc ça c'est juste génial, si vous pouvez arrêter de prétendre quelque chose, de connaître quelque chose, de savoir quelque chose sur l'autre, repartir dans je ne sais rien, je ne prétends rien, je ne prends rien. L'instant est neuf comme pour la première fois. Et puis la deuxième piste que j'aime beaucoup, mais vous pouvez le faire un autre jour, consiste à dire je le regarde comme si c'était la dernière fois. La dernière fois, c'est notre dernier moment, je le reverrai plus jamais, de nouveau. Avant ce moment, il n'y avait rien. Après ce moment, il n'y a plus rien. Donc c'est ce moment-là, donc ça vous remet dans le moment présent, et vraiment quelque chose d'essentiel, quoi. Si c'est pour la dernière fois que je le vois, alors à ce moment-là, tout est possible.
Voilà, il n'y a plus cette sécurisation, ce partenaire acquis que je vais retrouver demain, après-demain, après-demain pour faire à manger, cuisiner, faire la vaisselle, faire le ménage, faire les courses, etc. Voilà, il y a quelque chose d'essentiel qui revient et normalement on devrait vivre la vie comme ça, avec quelque chose de vraiment, c'est le dernier moment, c'est pour la dernière fois, après il n'y aura plus rien. Donc s'il n'y a plus rien juste après, vous imaginez, là vous êtes vraiment là. Vous êtes vraiment dans une disponibilité, dans une écoute de l'instant, dans une présence et une qualité de présence inouïe que vous ne pouvez pas donner si vous êtes persuadé que vous allez le retrouver demain sur l'oreiller, après-demain, après-demain, après-demain. Voilà. Et donc cette disponibilité, elle devrait être vraiment tout le temps là. C'est juste que nous, on crée un passé, un futur, et à cause de ça, on se rend indisponible à nous-mêmes et à l'autre. On se coupe de notre présence et de l'écoute, pure perception de ce qui peut se passer entre deux personnes. Et voilà. Voilà. Donc regardez comme pour la dernière fois. Autre chose que j'ai pu aussi moi expérimenter, toujours pour maintenir le désir intact et frais dans un couple longue durée, c'est, ça c'est mon truc de midinette, mais ça marche vachement bien, c'est être fasciné, admirer le partenaire, être baba quoi. Parce que quand on admire quelqu'un, quand on recadre, quand on le recadre sur ses aspects positifs, sur ses qualités, forcément il y a un élan qui se pointe vers lui, quoi. Hein. Par contre, quand on l'accuse, quand on le blâme, quand on commence à le détester, quand on commence à pointer et à checker que ce qui ne va pas, en général, dès que l'admiration retourne au panier, on n'a plus très envie de l'autre. Hein. Donc cette capacité de créer de l'émerveillement, de créer une forme de fascination amoureuse, érotise la relation. Voilà. Vous pouvez jouer avec ça, c'est un jeu évidemment, vous savez bien qu'il n'est pas plus extraordinaire que complètement nul. C'est juste une manière de réinvestir l'énergie du désir comme pour la première fois, en pointant, en mettant l'accent surtout sur ses qualités que sur ses défauts. Alors vous me direz, si vous êtes un perfectionniste, vous allez avoir tendance à pointer toujours et critiquer tout ce qui ne va pas. Parce que vous êtes pointilleux et à chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas, vous critiquez. Donc vous avez du mal à mettre votre attention sur ce qui va bien. Eh bien dommage, c'est dommage pour vous, parce que cette piste qui consiste à considérer et à être toujours complètement admiratif de l'autre, crée beaucoup de désir. Hein, voilà, c'est connu. Donc mettez-vous, investissez, c'est une compétence à investir. Hein. J'investis mon pouvoir d'être fasciné, d'être en admiration et d'agrandir les qualités de mon partenaire pour pouvoir concrétiser et incarner toujours et encore plus ce désir et cet élan que j'ai pour être avec lui, quoi. Parce que c'est vrai qu'à long terme, voilà, si le désir s'émousse, c'est peut-être parce que vous l'admirez plus, parce que voilà, soit vous le connaissez trop, soit vous l'admirez plus, soit vous pointez que ses défauts. Donc le recadrage positif, ça s'appelle du recadrage positif, eh bien, ça permet d'éviter d'évaluer négativement et de lui faire payer par un manque d'attention, quoi. Hein. Concernant la sexualité aussi, puisque j'y suis, c'est important aussi de consacrer du temps à faire l'amour. C'est un art, hein, faire l'amour c'est un art, mais il faut y prendre goût et il faut prendre du temps là-dessus. Alors, le problème c'est qu'on n'a pas de temps dans nos sociétés modernes, étant donné qu'on est archi pris par plein de trucs, par les réseaux sociaux maintenant, par nos métiers, par les enfants, par la vie de famille, par la logistique, par les loisirs, par les voyages, par voilà, tout un tas de trucs sur lesquels on se met là-dessus en croyant que c'est ça qui va nous apporter le bonheur, hein, puisqu'on est dans une société, il faut absolument se réaliser, s'accomplir, faire 10 000 trucs, avoir plein de choses, voilà. Donc on s'investit sur plein de choses et on désinvestit souvent l'intimité du couple, parce que ça devient plus une priorité.
Et bien souvent en cabinet, moi j'ai des couples qui arrivent parce que, à force de désinvestir l'intimité, de ne plus y passer du temps, il se passe plus grand-chose. Donc, ce qui peut aussi débloquer des situations tendues au niveau de la sexualité, quand le désir diminue, c'est de décider à deux d'agender, de mettre dans votre agenda des plages consacrées à des temps que pour l'intimité du couple. Donc, massage et sexualité, voilà. C'est-à-dire tout ce qui concerne la sensorialité et la sexualité. Mais vraiment de le décider. Et de ne pas se détourner de cet agenda. De dire on a pris rendez-vous ensemble, on reste ensemble et on est ensemble. Et on verra bien ce qui se passe, mais on ne prétexte pas qu'on va faire autre chose parce qu'on n'a plus le temps, parce que ceci, cela. Donc on décide de ce temps ensemble. Il ne faut pas que ce soit bâclé, c'est vraiment un temps où le couple est ensemble. On est ensemble. Avant de faire quelque chose, on est ensemble. Et éviter de partir tout de suite dans on va faire des tas de trucs, pour que ça marche. Parce que là, c'est comme ça que c'est par la volonté que ça ne marche pas. Hein. Donc c'est parce qu'il y a de la détente, je vous rappelle, parce qu'on s'empêche d'avoir des tensions, qu'il y a moins de tensions. Donc on regarde d'où partent les tensions. Donc déjà cadré au niveau du temps, donc on définit du temps, des plages de temps pour faire l'amour. De nouveau, en plus, autre information que je peux vous donner, c'est que plus on fait l'amour, plus on a envie de faire l'amour, moins on fait l'amour, moins on a envie de faire l'amour. Donc c'est le truc qui se mord la queue, parce que la libido s'entretient d'elle-même. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'histoire d'âge. Hein. Très souvent on me dit oui, mais à la ménopause, pour les femmes, il n'y a plus de désir, machin. Bon, ça c'est archi faux. Ça peut être vrai pour certaines, mais plus ces femmes font l'amour et plus elles ont envie. Voilà, ça s'auto-entretient. Donc consacrer du temps là-dessus, ça doit devenir une priorité. D'ailleurs, pour ceux qui ont des problèmes avec la sexualité et qui trouvent un certain intérêt. Vous n'êtes pas obligé d'être intéressé par la sexualité, parce qu'il y a des couples qui sont cimentés par autre chose que la sexualité, et c'est très bien comme ça, qui sont cimentés par la tendresse, d'autres par la famille, d'autres par des projets intellectuels, d'autres par des projets professionnels. Il n'y a pas d'obligation de s'intéresser à la sexualité et de faire vivre le désir dans le couple. Mais si c'est un sujet qui vous intéresse, à ce moment-là, il faut y consacrer du temps. Et puis éventuellement, quand c'est bloqué entre vous, je ne dis pas quand c'est pas bloqué, mais quand c'est bloqué, quand il y a des blocages et des enjeux psychologiques, si vous ne passez pas par la piste de l'impersonnel, comme je vous ai dit, à ce moment-là, ce qui peut être pas mal, c'est des exercices, comme des jeux en fait, qui sont très cadrés, que je vais vous proposer. Enfin, pas ici, là dans la salle, parce que là on est mal parti. Si je vous propose de faire des exercices à deux, là c'est pas tout de suite. C'est dans les stages de tantra qu'on leur fait faire ça, mais là c'est pas le cas. C'est juste des idées que je vous donne. Donc pourquoi donner des cadres d'exercices ? Ça paraît un peu laborieux les exercices à faire. En fait, quand il y a des blocages sexuels entre deux personnes, au contraire, le cadre sécurise, parce qu'il y a une méthode. On suit les consignes. Et du coup, en suivant les consignes, on n'est plus en train de penser à est-ce que je vais les évaluations, est-ce que je vais lui plaire, est-ce que je vais faire le geste correct, est-ce que je fais bien, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce qu'il va me désirer, est-ce qu'il va pas me désirer, est-ce que ça va marcher, alors tout ça, tout ça s'en va parce que on est dans une consigne. Voilà. Et donc le cadre sécurise, la méthode sécurise. Alors, donc par exemple d'exercice que je propose souvent aux couples qui viennent en thérapie avec des problèmes de désir, c'est ce qu'on appelle le yin-yang, c'est-à-dire par exemple un truc qui marche bien, c'est 5 minutes, 5 minutes. Voilà. Pendant 5 minutes, il y en a un qui se met au service de l'autre et qui fait tout ce qu'il veut. Voilà. Et donc l'autre est donc demandeur. C'est lui qui décide de tout ce qu'il a envie de demander. Et il demande tout ce qu'il a envie pendant 5 minutes. Et ça peut changer d'instant en instant. Il n'est pas obligé de rester avec une et une seule proposition pendant 5 minutes. Donc ça vous permet à celui qui demande de sentir dans le corps de quoi il a besoin ou envie. Et c'est pas forcément un truc sexuel, ça peut être tiens, chante-moi une chanson, berce-moi dans tes bras, tiens, fais-moi un massage, gratte-moi la tête, tiens, fais-moi un sourire, regarde-moi, dis-moi que tu m'aimes, tout ce que vous voulez. Voilà. Dans l'instant, vous sentez, et vous sentez de quoi vous avez envie que l'autre fasse pour vous. Soit il est à votre service, donc il fait ce que vous voulez. Voilà. Ça peut être ne rien faire d'ailleurs, mais tant que
que, dans cet exercice, tant que vous ne demandez pas quelque chose, l'autre ne bouge pas. Il ne fait rien pour vous. C'est-à-dire qu'il n'invente rien pour vous. Voilà. Il ne se met pas en train d'imaginer, tiens, pour te plaire, je ferai ça. Non, il ne bouge pas. Voilà. Et 5 minutes, c'est bien parce que ça, en fractionné comme ça, c'est pas mal. Ça donne une dynamique. Vous pouvez le faire plus longtemps, mais c'est pas mal en 5 minutes. Donc au bout de 5 minutes, même si vous êtes en plein milieu d'un, je sais pas quoi, d'une caresse, d'un acte, d'une chanson, hop, vous arrêtez, vous mettez l'alarme et vous changez de rôle. Donc vous comprenez, vous changez de rôle. Hop, vous changez de rôle, celui qui était demandeur devient au service, et voilà. Et vous repassez 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, voilà, pendant environ 1 heure. C'est très ludique. Pourquoi du jeu? Parce que je vous ai dit, le jeu, arrêtez de se prendre au sérieux, ça décontamine l'ego. L'ego, il commence à se dire, tiens, je suis plus là, moi. Ben non, vous n'êtes plus là, et l'ego est plus là, parce que quand on joue, on est comme des enfants. Donc on arrête de se prendre la tête, on arrête de prétendre quelque chose. Voilà. Et on met moins d'enjeux. Donc ça peut être une bonne idée, et ça donne un cadre. Et l'autre cadre aussi qui est issu du protocole de Barry Long, et que aussi j'ai aussi pas mal exploré dans la relation amoureuse, c'est cette idée de faire l'amour, qu'il appelait faire l'amour de manière divine, hein, c'est exactement ce que je disais au début, c'est-à-dire de ne pas s'intéresser à la question du désir. On s'en fout, l'homme, il n'a pas besoin d'avoir une grosse érection, au contraire, plus il pénètre à l'intérieur du vagin de la femme, mais en étant plutôt mou et sans préliminaire. Justement parce qu'on ne s'intéresse pas ici à la question du désir. On veut s'aborder la question du désir. Donc il s'agit de travailler, de laisser faire l'énergie sexuelle qui est naturelle entre deux personnes. Donc la consigne, c'est vraiment l'homme pénètre la femme, sans désir, sans excitation, sans fantasme, sans préliminaire, sans technique, sans rien du tout. Voilà. Hop, parce que c'est naturel et ça va grandir dans le sexe de la femme petit à petit, en laissant l'énergie se faire. Donc il n'y a pas à rien faire, il n'y a pas à s'empêcher de faire quelque chose, il n'y a pas à forcer quelque chose à se faire, il y a juste à laisser faire cette énergie sexuelle qui est par nature notre formatage humain. Voilà. Donc laisser faire ce qui est naturel, revenir à la naturalité plutôt que de rajouter des tas d'enjeux psychologiques. Pour moi, c'est des exercices qui sont beaucoup plus intéressants, riches et qui fonctionnent beaucoup mieux que de se rajouter des tas de fantasmes, des tas de godemichés, des tas de sextoys, des tas de jeux et de scénarios en tout genre. Bon bref, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, ce qui n'empêche pas, je suis en train de juger, mais en même temps, je me dis, il y a quand même quelque chose que je pourrais dire, qui est que quand vous avez des fantasmes, et que ça vous amuse de mettre des fantasmes, mais pourquoi pas imaginer que vous faites l'amour avec Tom Cruise ou n'importe qui. Si vous en avez, mais pourquoi pas si ça marche? C'est pas non plus à blâmer ni à juger. S'il y en a, il y en a. Hein. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il y a une sexualité qui est mieux qu'une autre. Il y a une hiérarchie. Alors ça, j'aime pas du tout. C'est quand on met une hiérarchie de la sexualité sacrée. Alors il y a une sexualité sacrée élevée contre une sexualité basse, de bas niveau, là, et du coup, il y en aurait une haute et une basse. Donc, de nouveau, si vous avez des fantasmes et que on pourrait considérer que c'est une sexualité basse, elle n'est pas plus basse qu'autre chose. Si ça se pointe en vous à un moment donné, parce que d'un coup vous avez un fantasme de faire l'amour avec Tom Cruise ou avec je sais pas qui, ou avec ce que vous voulez d'ailleurs, avec 2, 3, 10, vous faire violer ou tout ce que vous voulez, tous les fantasmes, peu importe. Hein. S'ils sont là, ils sont là. Il n'y a pas à blâmer, il n'y a pas à accuser, il y a juste à laisser ça. Hein, et pas forcément s'agripper à ça pendant 107 ans. Hein. Et c'est ça que disait d'ailleurs Barry Long, là, dans son protocole de faire l'amour de manière divine. Vous voyez le fantasme passer, vous le voyez passer. Vous voyez l'évaluation, vous voyez la pensée. Mais vous revenez à la sensation, vous revenez sans arrêt à ce qui est dans le corps, vous revenez dans le corps, vous revenez dans le corps, vous revenez dans le corps. Qu'est-ce que vous ressentez? Voilà. Et ça permet de ne pas s'agripper à quoi que ce soit. Mais on ne blâme pas quoi que ce soit. On ne blâme pas les pensées, on ne blâme pas les évaluations, on ne blâme pas non plus les fantasmes qui circulent. On revient juste à l'énergie qui est naturelle, qui est l'énergie sexuelle entre deux personnes. Voilà, ça ce sont des exercices qui sont des superbes exercices et non volontaristes. Voilà. Alors, est-ce que j'avais noté encore des pistes? Est-ce que j'ai tout dit? Ah oui, autre chose que j'ai aussi essayé récemment,
c'est de ne pas tenir compte. Ah, c'est pas mal ça aussi. C'est un autre exercice. Ah, j'essaye plein de trucs. Hein. Après, je vous les confie. Mais... c'est notamment quand il y a des blocages. Quand il n'y a pas de blocage, c'est pas un problème. Mais quand il y a des blocages, j'ai peur de pas te plaire, je fais pas le geste correct, des trucs comme ça, c'est pas mal de... Parce que c'est la peur du rejet. Hein. J'imagine que je vais me faire rejeter si je fais ça, il ne m'aime pas, il ne me désire pas, des trucs comme ça. Donc, s'imaginez l'inverse. Imaginez-vous qu'en fait, l'autre, non seulement il ne vous rejette pas, mais inversement, il vous aime inconditionnellement, qu'il vous désire de manière absolue. Donc, vous imaginez l'inverse de ce que vous croyez. Mais vraiment, et vous croyez à ça, autant aussi fort que vous croyez à l'inverse, que vous êtes non désirable. Et donc, le fait d'imaginer ça, vous allez vous sentir libre d'être vous-même. Et l'idée, c'est d'oser être soi. Et de ne pas tenir compte de l'autre, de ne pas tenir compte des réactions que vous présupposez sur l'autre, ou que l'autre aurait. Par exemple, ça peut être soit que vous imaginez qu'il a, soit que des réactions que vous voyez qu'il a et que vous vous dites, oh là là, s'il ne fait pas de préliminaire, c'est qu'il n'y a pas de désir, s'il ne bande pas, c'est qu'il ne me désire pas, si il y a une éjaculation précoce, c'est que ça ne va pas. Donc à chaque fois, il y a des espèces de trucs qui passent dans votre tête et ça vous bloque. Donc là, c'est d'imaginer l'inverse. Vous avez le partenaire idéal qui vous aime inconditionnellement, ce qui va vous permettre de vous sentir libre d'être vous, indépendamment des réactions de l'autre. Ne pas tenir compte de ces réactions, comme si vous étiez avec, avec votre partenaire de rêve, quoi. Voilà. Il est devenu votre partenaire de rêve idéal, et donc vous êtes complètement libre d'être vous. C'est la même chose que tout à l'heure avec l'impersonnel, c'est-à-dire je suis un animal, je suis une déesse, je suis ce que je veux, je me rallie à tout ce que je veux, mais c'est un peu la même idée. Du coup, je me sens libre d'être moi, et je rentre dans mon axe, je suis connectée à moi, je suis libre d'être moi-même, indépendamment des réactions de l'autre. Et si je suis vraiment dans cette grande liberté d'être qui je suis au moment où je sens quelque chose, à ce moment-là, je peux réimpulser quelque chose dans la relation sexuelle, plutôt que d'être tout le temps là, focusé sur l'autre et dans des peurs. Parce que ce sont les peurs qui contractent, et c'est ça qui va nous empêcher de nous sentir libres et de faire circuler, hein. Donc sortir des peurs, c'est réinitialiser le bouton « Je suis libre d'être moi » et je ne tiens pas compte de toutes tes réactions. Voilà, donc ça c'est un truc que j'ai essayé, ça a bien marché. Vous pouvez même le faire avec pas un seul partenaire pour voir si ça marche, hein, mais c'est vraiment quelque chose de... J'arrête de croire que l'autre ne me veut pas, ne m'aime pas, m'évalue, etc. Je suis ce que je suis, je ne peux pas être autre chose. Et ça veut dire aussi, si vous faites ça, que vous vous aimez vous inconditionnellement. Vous arrêtez de vous rejeter. Hein. Donc ça, c'est aussi important. Et dernière chose, après je vous laisse la parole. En général, quand on est dans un couple et qu'il y a des blocages, très souvent au niveau du désir, on se dit oui, mais c'est les autres, eux, ils y arrivent et pas moi. Donc la norme fait que ça devrait marcher. Mince, qu'est-ce que je fais moi dans mon couple, ça dysfonctionne. L'autre à côté, et s'il avait une autre partenaire avec elle, ça marcherait. Et si lui, il avait une autre partenaire, ça marcherait. Donc on se raconte toujours des tas d'histoires. Et notamment par rapport à la norme qui aujourd'hui veut que la sexualité, voilà, le désir, le plaisir pour tout le monde, voilà. On se raconte des histoires. Donc arrêtez de vous mettre en souffrance avec cette histoire de norme, du plaisir, de croire à toutes ces histoires qu'on raconte. Chaque couple est unique, chaque couple est différent. Vous êtes différent quelque part, vous êtes singulier. Et il n'y a pas besoin de se comparer ni à la norme, ni aux autres couples qui marchent à côté, quoi. Ça ne sert à rien du tout. Est-ce qu'ils marchent vraiment? Ça, vous en savez rien d'abord. À mon avis, c'est pas du tout gagné. Donc revenez vraiment dans votre espace, dans votre relation, et dans la confiance que vous pouvez avoir dans, ok, peut-être que là il y a des blocages, mais c'est pas forcément dramatique. Regardez tout ce qui empêche, d'ailleurs tout ce qui génère les blocages, tout ce qui empêche de vous détendre. Peut-être que ça va réanimer le feu et la flamme et la circulation d'énergie, et laissez passer, mais arrêtez de dramatiser, parce que le fait de dramatiser et en faire une histoire personnelle, ça rajoute toujours et encore des enjeux psychologiques.
Et la norme actuelle, au niveau sociétal, moderne, elle est vraiment axée sur il faut être désirable, il faut être compétent, il faut avoir du plaisir, il faut. Ça met une pression sur la performance terrible. Et les hommes, ils doivent être performants, ils doivent bander. Et les femmes, elles doivent être non frigides, elles doivent être excitées, elles doivent être bien sexy, elles doivent être ceci, on s'en sort plus là. Non, mais là, bonjour la pression. C'est terrible, hein. Tout ça, ça empêche la détente. Donc quand vous sortez de tous ces trucs-là et que vous voyez que ce sont que des histoires, à ce moment-là, vous êtes moins sous l'emprise et vous commencez à vous détendre en étant naturellement avec ce qui est. Et ce qui est. Ouais, on ne peut pas être autrement que ce qui est là maintenant entre deux personnes. Voilà. Je parlais des... Après, je vous laisse la parole. Je parlais des profils de personnalité. Donc, ça joue pour beaucoup dans les enjeux psychologiques. Donc, je viens de publier un livre là aux éditions Chou qui s'appelle Quel amoureux êtes-vous ? 5 profils psychologiques pour aimer et être aimé. Alors, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais je vous le conseille quand même vivement. Je l'ai écrit avec une journaliste et une illustratrice parce que il est éclairant sur cette histoire d'enjeux psychologiques. Et que quand il y a ce que je disais tout à l'heure, quand on est dans un profil de personnalité malgré nous et que notre élu du cœur est aussi dans un autre profil de personnalité, il va y avoir forcément des incompréhensions, des malentendus, des décalages de valeurs et de la réactivité dont on n'a pas conscience. Déjà, mettre un peu de conscience, décoder qui je suis et qui est en face, déjà, ça peut alléger votre système, déjà pour vous, de manière à augmenter votre tolérance. Et de pouvoir conserver, ce que je disais, pour moi, ce qui est essentiel, c'est d'être vraiment en amour sur le fond et pas sur la forme. La personnalité, c'est la forme. Le fond, c'est vraiment intact derrière le jeu des personnalités. Donc si vous avez pigé qui est là, qui est à l'intérieur de vous, qui est conditionné, qui est formaté comme ça, et que vous pouvez pas vous n'avez pas à vous en vouloir d'être conditionné, c'est comme ça. Et qui est en face de vous, et lui aussi il est conditionné à cause de son profil, à ce moment-là il y a quelque chose qui est accepté, quoi. Il y a quelque chose d'une acceptation profonde de l'autre tel qu'il est. Et vous lui en voulez plus d'être comme ça. Même si vous vous bagarrez parce que de temps en temps vous crêpez le chignon, mais quelque part au fond de vous-même, vous lui en voulez pas parce que vous savez qu'il est comme ça à cause de ses conditionnements. Et ça, c'est pour moi quelque chose vraiment qui m'aide et qui m'aide encore beaucoup. Hein. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher, dans ma tête, je le fais pour moi, de voir dans quel profil il appartient. Et j'ai des informations sur cette personne qui fait que immédiatement, je vois à quel endroit ça va matcher, à quel endroit ça va heurter. Et même si je m'énerve, je ne lui en veux pas sur le fond. Voilà, c'est ça la différence. Donc voilà, pour moi, c'est aussi quelque chose de vraiment d'essentiel. Alors, j'ai quand même pas mal parlé. Ce que j'aime bien, c'est l'interaction avec vous. Donc je vais vous laisser un temps pour les questions-réponses sur ce thème de faire vivre le désir dans le couple. Alors, qui a des questions ? Tu branches le micro pour qu'il marche. Ouais, c'est bon. Désir, usure du désir. Oui. Alors ça amplifie pas, mais on t'entendra dans la caméra. Ah oui, d'accord, je comprends. C'est juste pour savoir, il y a 2 trucs que j'ai du mal à concilier. Quand tu as parlé des évaluations négatives, oui. Pendant le fait de faire l'amour, tu as dit que ça bloquait, ça j'entends bien. Et tu as parlé aussi du fait d'admirer son partenaire. Et est-ce que c'est une question qui m'est venue comme ça, les évaluations positives, parce que dans les exemples que tu as donnés, c'était négatif. Est-ce que des évaluations positives pendant l'acte amoureux, ça peut générer des formes de blocage ultérieurement ou Ça peut générer des formes de blocage ultérieurement. Comment tu imagines ça, que des évaluations positives, par exemple, tu le trouves beau, tu le trouves intelligent, tu le trouves flamboyant, je sais pas quoi. C'est par rapport au fait d'à ce moment-là d'être dans le mental et pas dans le corps. Pas dans le corps, quoi. Oui.
Effectivement, tu as raison. Soit, il y a plusieurs pistes là. Hein. Soit j'avais dit c'était une autre piste. Soit effectivement, tu vois que tu fabriques un fantasme imaginaire où tu le trouves juste extraordinaire, etc. Et que tu vois que c'est une évaluation positive qui n'a pas plus de valeur qu'une évaluation négative. Et tu reviens dans le corps. Ça, c'est plus un exercice où on voit ce qui nous empêche d'être toujours à proprement parler dans la spontanéité et la naturalité du désir. Mais moi, j'étais plus... Ça, c'est une autre piste que j'avais donnée qui est de remonter dans l'admiration pour réouvrir le cœur quand c'est fermé. Parce que des fois, ça marche aussi, ça. Érotiser la relation, pour les hommes et pour les femmes, hein, c'est souvent en lien avec l'admiration. Donc, si je t'admire, il y a quelque chose qui fait que j'ai envie d'aller vers. C'est des pistes qui sont différentes, là, je suis d'accord. Hein. Ce que je me disais, ce à quoi j'avais pensé, c'est que peut-être s'il y a une saisie sur les évaluations positives et qu'il y a des changements dans le couple qui font que il n'y a plus ces évaluations positives, ça peut peut-être, j'en sais rien, générer après, par comparaison, comme tu disais, avec le passé... voilà, Oui, très souvent. Un truc que je remarque aussi dans les couples, pas que moi, hein, c'est que quand il y a plus assez de compliments, de circulation de tendresse, d'encouragement, de valorisation, tout ce qui est agréable à faire circuler entre nous, on appelle ça des signes de reconnaissance, caresses verbales et physiques. À ce moment-là, on commence à avoir plus de disputes, plus de reproches, de jugements, d'évaluations négatives, etc. Et donc l'énergie se ratatine. C'est même pas que la sexualité, on n'a même pas tellement envie de se connecter à l'autre, quoi. Voilà, c'est plus un problème de connexion. On se ferme à l'autre. On n'a même plus envie d'aller vers. Donc voilà, c'est pour ça que je disais mettre son attention plutôt sur ce qui va bien et consciemment, ici c'est consciemment, c'est le faire consciemment, continuer d'évaluer positivement, continuer de faire circuler de la tendresse, continuer de faire circuler de la chaleur, des compliments, des attentions, des petits cadeaux, je sais pas, des petits moments où on dit tiens je te fais une surprise, des choses comme ça. Tout ça, ça va remettre en circulation une énergie qui peut s'appauvrir parce qu'il n'y a pas que l'usure et la routine, il y a aussi le fait que très souvent, on est habitué à pointer que ce qui ne va pas bien. On s'attarde sur ce qui ne va pas bien et on oublie tout ce qui va bien. Donc ça peut être pas mal de remettre en circulation, mais consciemment, et de faire jouer ici ce qu'on appelle augmenter l'affectivité, quoi, renouer avec l'affectivité. Admirer, là je parlais de l'impact que ça a sur le désir sexuel, hein. Et c'est vrai que admirer quelqu'un, ça agrandit le désir sexuel très souvent. Pendant l'acte, mais avant l'acte, après l'acte, etc. évidemment. Hein. Et ça c'est pas simple de rester, je dirais, en admiration ou en état amoureux. Alors, ça peut devenir pathologique, cet état amoureux, évidemment. On est d'accord, je suis d'accord avec toi quand tu te dis, à un moment donné, c'est plus très naturel. Ben oui, c'est un état qu'on se crée. Parce qu'à se créer un état amoureux comme ça, de fascination sur l'autre, c'est pas plus vrai, c'est une idéalisation. C'est un imaginaire, c'est complètement fictif. Et c'est pas plus mieux ni moins que de s'évaluer un truc, que d'évaluer négativement. C'est de nouveau un imaginaire. Ok, ça augmente le désir sexuel, alors c'est des petites pistes comme ça, mais en général, le désir n'a rien à voir avec l'évaluation positive et négative. C'est pour ça que je donnais cet exercice qui, au départ, qui est un protocole qu'on donne au tantra, qui n'a rien à voir avec les évaluations, justement. Hein, voilà, deux choses différentes. Une autre question, merci pour cette question. Ou commentaire, hein. Bonjour. Je voudrais savoir, vous parlez de mémoire du corps. Oui. Donc, quand il y a eu une formation d'un couple solide, en quelque sorte, est-ce que le passé de chacun, s'il a été très intense, peut nuire ? Quand il y a eu un couple qui est resté longtemps ensemble, est-ce que la... Qui marche a priori, oui. Qui démarre. Ben oui. Et que chacun a eu beaucoup d'expérience dans son cas ou l'un des deux, est-ce que c'est pas dangereux ? En quoi ? Je comprends pas en quoi ça serait dangereux que tu aies eu beaucoup d'expérience ou ton partenaire ait eu beaucoup d'expérience. Mais si quelqu'un, par exemple un cavaleur ou une cavaleuse, il a forcément eu plein de passés. Oui. Donc il a plein de mémoire.
Oui. Et en quoi c'est un problème? Est-ce qu'il n'y aura peut-être pas dans sa partenaire un panel qu'il a eu bien avant? En quoi en général, c'est plutôt pas. D'abord, le mot cavaleuse, c'est assez péjoratif. On peut dire que cette personne a eu pas mal d'expérience. Elle a exploré. Hein. En quoi c'est gênant? En quoi ça peut être dangereux? C'est par comparaison, en fait. Ah, parce qu'elle va comparer à d'autres personnes, d'autres partenaires avec qui ça se passait mieux. Oui, oui. Ben, c'est sûr que se comparer Ben oui, il y a ce que je disais. Ben, il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 partenaires avant. Hein. Vous pouvez avoir eu un partenaire avec qui ça matchait vraiment bien pour avoir envie d'y retourner. Et là, je parlais même du même partenaire. Si au début, c'était exceptionnel, vous pouvez avoir cette mémoire et avoir envie d'y retourner et de l'accabler de reproches. Pas forcément parce qu'il y a eu 50 000 expériences avant. Hein. Effectivement, le fait de... il y a quelque chose à lâcher sur ce partenaire unique, cette âme sœur, qui ici est un partenaire de rencontre charnelle qui a été magnifique, et de croire qu'avec d'autres, il n'y aura jamais aussi bien. C'est juste à saisir... qu'avec ce partenaire, il y a eu une rencontre qui a vraiment matché à cet endroit-là, parce qu'il y avait une correspondance peut-être vraiment de compatibilité, hein, comme des molécules qui s'assemblent. Je le disais, tiens, cette molécule-là me correspondait particulièrement dans la vibration. Et ça s'est passé comme ça dans la rencontre charnelle. Ça ne veut pas dire que il y avait peut-être une sexualité magnifique, mais peut-être que ça ne suffisait pas pour faire un couple. Hein. Donc il y a lâché le partenaire idéal. Faire le deuil d'un partenaire idéal sur tous les plans, qui serait idéal à la fois sexuellement, qui serait idéal sur le plan du fonctionnement d'un quotidien, idéal sur le plan d'un fonctionnement affectif, d'une communication à avoir, etc. Le couple, c'est un chantier très compliqué. Hein. Donc on ne fait pas couple qu'avec un partenaire qui matche sexuellement, par exemple. Donc c'est pas forcément dangereux si vous arrêtez. Vous ne pouvez pas arrêter de vous comparer, parce qu'on le fait systématiquement. C'est de savoir qu'on se compare, de nouveau, c'est observer que vous ne pouvez pas vous empêcher de comparer et de lâcher la croyance que ce partenaire-là que vous avez goûté est forcément le mieux, sur tous les niveaux. C'est lâcher l'idéal. Ce partenaire que vous avez devant vous, il est unique en son genre. Si vous ne faites pas dépendre votre bien-être, votre bonheur, votre jouissance de l'autre. Hein, revenez sur votre axe au lieu de faire dépendre de l'autre. Revenez sur je sais. Hein, arrêtez de vous dire je sais que l'autre il est mieux que celui-là, il me donne pas ce que je veux. Redevenez acteur, comme je disais. Reprenez en main votre naturalité, votre liberté d'être un être charnel, sexuel, instinctif, pulsionnel, libre, quoi. Ça vous appartient. L'autre révèle quelque chose chez vous, mais c'est en vous que ça se joue. En fait, sur un certain plan, dans les enseignements spirituels, on dit il n'y a personne. Il n'y a personne d'autre que vous. Il y a un état de non-séparation. On croit qu'il y a quelqu'un en face de nous, mais en fait, il n'y a jamais eu personne et il n'y aura jamais personne. On n'est que perception. On n'est que sensation, pure perception, pur champ d'expérience, pure conscience. Après, on peut s'imaginer qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais on peut tout imaginer. Mais revenez sur vous, au lieu de prétendre quelque chose sur l'autre et de vous comparer à quelqu'un d'autre, parce que vous perdez en fluidité. Hein, et à chaque fois, vous savez que celui-là est moins bien que l'autre. Donc forcément, il y a déjà quelque chose qui est perdu, déjà. Hein. Et donc c'est triste. Mais ici, il n'y a rien à faire. Il y a juste à observer, je la compare. Et forcément, je me dis que... Voilà. Est-ce que je peux revenir à quelque chose qui est plus en moi, sur lequel, je sais pas, ça peut être ton goût de faire l'amour en général. Ça t'appartient. J'aime faire l'amour. J'ai un corps. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Tu vois. C'est comme ça que tu vas embarquer l'autre avec toi. Enfin, à mon avis, hein, c'est ce que j'ai exploré. Parce que, figure-toi, j'ai eu cette histoire, moi, dans ma vie. Hein. J'ai eu un partenaire pendant 10 ans, 15 ans. C'était juste, au niveau charnel, mais pas que. Ça a été l'amour de ma vie. Physiquement, je passais mon temps à faire l'amour avec lui. C'était juste génial. Et après, j'ai passé mon temps à avoir du mal à faire des deuils de lui. Au niveau sexuel. Hein. Alors là, j'en ai testé des hommes. Hein. Alors là, j'en ai pris plus qu'un paquet. Parce que je voulais retourner à cette mémoire. Je voulais retrouver ce goût. Alors j'ai essayé.
J'avais retrouvé. Exactement. Parce que c'était une saveur unique. Et donc, à un moment donné, j'ai arrêté et je me suis dit, voilà, je vais m'intéresser à l'unicité, à la relation vraiment unique qui est là, qui sera jamais la même, qui a été vécue et touchée à ce moment-là, mais qui sera juste différente. Et d'accepter cette différence et de lâcher et de faire ce deuil de cette relation unique. Voilà, il y a quelque chose de sorte de revenir dans le réel et goûter ce qui est présent et ce qui est neuf et dispo là-dedans, et célébrer mon goût à moi qui m'appartient, qui est le goût de j'aime faire l'amour parce que je suis faite pour ça. En tant que femme, je suis faite pour ça. Bon, en tant qu'homme aussi, comme je suis une femme, j'en profite. Voilà, je suis faite pour ça parce que voilà, j'ai des organes sexuels, comme toutes les femmes. Et donc, on est fait pour faire l'amour. Donc, on peut célébrer ça. Et ça n'a rien à voir, rendre hommage, célébrer, ça n'a rien à voir avec l'autre. Ça nous appartient. Après, il y a des correspondances, il n'y en a pas. Voilà, ça se fait, ça se fait pas. Ça ne dépend pas de nous. Mais d'éviter d'être toujours dans avant, avant, c'était mieux. Avec elle, c'était mieux. Ça te va, ça, comme commentaire? Oui. Je vais prendre la parole parce que moi, j'ai l'impression que il est idiot de comparer les histoires qu'on a pu avoir, parce que chaque histoire est totalement différente, et je pense que chaque homme avec une femme est différent, et chaque femme avec un homme est différente aussi. Oui, c'est bien vrai. Voilà. Oui. Et vraiment, la notion de comparaison ou de normes me paraît totalement dépassée. Mais je pense quand même que le couple a besoin du désir pour être soudé. Vous voyez ? Bon, il y a l'amour qu'on a, mais s'il y a l'amour sans le désir, je crains que ça s'effiloche. Alors, ça dépend. Il y a des couples cimentés sur la sexualité et d'autres qui sont cimentés sur autre chose. Ça dépend vraiment d'un couple à l'autre, c'est très différent. Ensuite, c'est vrai que chaque relation est unique. Ok, chaque relation est différente. On se rencontre toujours différemment avec chaque personne. À chaque exploration, pour moi, ce sont que des expériences. Il n'y a pas de... Tu vois, par exemple, par rapport à ce que tu dis, moi, je dirais, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'aboutissement. Il n'y a pas à faire un couple, même. Il y a juste des explorations, des expériences différentes. Bon, là, pour l'instant, tu as le goût d'être avec cette femme que tu aimes et voilà, sur laquelle tu as du désir. Ok, tant que c'est investi, c'est investi. Mais ce sont que des expériences. Il n'y a pas, pour moi, de résultat. Il n'y a pas à aller... forcer le destin ou créer un résultat, un objectif à obtenir. Voilà. Après, ça se fait pas. C'est vrai que chaque rencontre est unique, chaque relation est unique, chaque exploration est unique. À chaque fois, c'est vous que vous rencontrez, comme je disais. À chaque relation différente, vous rencontrez des facettes de vous. Il n'y a que vous que vous rencontrez d'ailleurs. Les femmes qu'on rencontre nous rendent différentes. Oui, et les femmes que vous rencontrez, les hommes que vous rencontrez et les femmes que vous rendent différents parce qu'elles vous révèlent des facettes différentes de vous-même. Voilà. Et donc à chaque fois vous êtes unique et différent et vous rencontrez, en fait elles mettent le zoom sur des facettes de vous, c'est pour ça que vous vous trouvez différent à chaque fois. Et chaque personne en face, même dans la sexualité, est unique en son genre. Il n'y a jamais deux rencontres pareilles, il n'y a jamais... c'est tout le temps différent. Donc c'est même pas à juger, c'est juste à une observation ça. Voilà, et donc ce sont que des explorations, et si vous pouviez vivre la vie sous forme d'exploration, vous perdez l'idée d'une sexualité. C'est-à-dire à ce moment-là, la sexualité, il n'y en a plus. Le mot sexualité disparaît. La sexualité se dissout dans l'expérience. C'est qu'un champ de perception. Agréable, désagréable. De tension, de désir, d'alchimie, comme des molécules qui s'agitent et qui s'assemblent. Mais même l'homosexualité qui est très chargée, avec plein de tabous, plein de charges émotionnelles, plein de charges de représentation mentale, etc., disparaît. Et quand il n'y a plus de sexualité, il y a liberté. Voilà. Et ça, c'est encore une exploration qui est, je pense, une invitation plutôt de regarder les choses comme ça. En tout cas, c'est ce qui m'intéresse dans la relation. Ouais, alors, on vous passe le micro. Ou alors vous vous rapprochez, comme vous voulez. On passe le micro.
Bonjour Véronique. Je sais pas si... bonjour. Vous entendez pas mieux ? Si, ça marche, ok. Alors, il amplifie pas, mais ça va, il passe dans la caméra. En fait, à un moment donné, tu as dit, pour remettre un peu du piment, on peut utiliser des tierces. Ah oui. Et en fait, moi, c'est l'inverse que ça me fait, en fait. Moi, une tierce personne, ça va plutôt me... T'inhiber. Voilà, ça va pas du tout réactiver. Oui. Voilà, enfin, du coup, je sais pas, est-ce que tu peux un peu parler de ça ? Oui, je peux t'en parler. Mais tout ça, on est encore dans l'imaginaire, hein, peu importe, hein, on n'est plus dans l'expérience, on part dans les pistes qui sont proposées plutôt en psychologie ou dans les revues, etc. Ils disent reséduisez-vous, vivez votre couple comme si à tout moment vous pouviez perdre votre partenaire, il peut vous échapper, donc comme il n'est pas capté, ça va faire remonter le désir, donc réinstaller un peu de jalousie sans passer à l'acte. C'est ça qu'ils disent en fait. Hein. C'est pas ce que je préconise moi, mais c'est ce qu'ils disent. Hein. Je vous relate ce qui est écrit dans la presse. Hein. Donc rehausser le désir en partant sur cette idée-là qu'il vous échappe, qu'il est désiré par d'autres femmes et que du coup, bah voilà, il n'est pas à vous, donc du coup, vous avez envie de le conquérir. Voilà l'idée. Mais ce que tu dis peut être juste, c'est-à-dire que quand il y a trop de panique à bâbord, hein, peut-être il va tellement en désirer une autre que moi, il ne met pas son attention sur moi, ça veut dire que je ne suis pas importante pour lui. Et ça veut dire que je vais commencer à me comparer sur il a du désir pour une autre, elle va être plus belle, plus attirante, plus belle, plus désirable, plus sexy, plus de valeur que moi, et je vais commencer à en souffrir. Et donc je vais peut-être par réaction démissionner de la relation, peut-être c'est ça que tu fais, tu dis s'il a du désir pour une autre, laisse tomber, je ne suis pas à la hauteur, au revoir, je démissionne. Ou quelque chose dans le genre, s'il a du désir pour une autre, c'est insupportable, il devrait avoir du désir que pour moi, ça c'est la norme, la norme de la possessivité. Hein. Il devrait mettre son attention que sur moi. Voilà, je suis l'unique. Il a jeté son dévolu sur moi, donc maintenant il est à moi, donc il ne doit regarder que moi. Donc là, on est dans une pensée égocentrique, ce qu'on appelle la préhension. Je veux prendre. Évidemment, il n'y a pas d'amour puisque je veux prendre. C'est pas grave, hein. Parce qu'on est tous plus ou moins fabriqués comme ça. Je suis pas en train de dire que c'est dramatique. C'est juste qu'il y a quelque chose de l'ordre de je veux le prendre et le garder à moi pour me sécuriser. Ça peut être partir de là, ou ça peut partir de s'il en regarde une autre, je me dévalue. Hein. Peu importe, il faudrait regarder de l'endroit d'où ça part. Mais il y a quelque chose qui peut être inhibant, effectivement, dans l'idée d'une tierce personne, soit fantasmatique, imaginaire. Hein. Et eux, dans les articles de presse, ils disent plutôt, c'est pas l'idée de passer à l'acte. Hein. L'idée, c'est d'imaginer que votre mec, par exemple, n'est pas à toi, n'est pas à qui, qu'il en désire d'autres. Tu vois, voilà. Du coup, comme il n'est pas capté, tu t'intéresses à lui. Ça met de la tension. Et j'avais dit que quand il y a de la tension, à ce moment-là, il y a du manque. Et quand il y a du manque, il y a de l'envie et du désir. Bon, voilà l'idée. Hein. Bon, je sais pas. Bon. Ce que j'ai pu constater, c'est que très souvent, les couples qui sont plan-plan, d'un coup, il y a un amant, une amante, et d'un coup, le poteau rose est découvert, et d'un coup, hop, la sexualité remonte comme ça. Tu vois, alors qu'ils ne faisaient plus du tout l'amour. Bon, par exemple, pendant des années, donc ça s'observe. Ça veut dire qu'il y a une histoire qui peut être vraie avec ce truc, c'est assez animal. Hein, si on fait en éthologie, on sait très bien que le mâle qui part à la conquête de la femelle, elle n'est pas captée. Le jour où il la possède, il s'en désintéresse, qu'il a mis ses œufs dedans. Terminé, quoi. Hein, donc on l'a un peu aussi au niveau du règne humain. Hein, donc c'est un peu pareil. Une fois que très souvent la femelle, la femme est consommée, l'homme peut s'en détourner. Mais c'est pas une vérité, c'est pas une généralisation. Hein. Ça, c'est des résidus de l'éthologie, de notre mode instinctif animal. Mais bon, on est un peu plus complexe que ça. Est-ce que ça résonne pour toi, ce que je viens de dire ? Ben oui. Ok, mais c'est vrai que cette norme qui consisterait à dire s'il est trop jaloux, s'il est trop sur quelqu'un d'autre, ça me met en panique, parce qu'il ne devrait pas, c'est pas normal, ou parce que ça veut dire que je vaux rien. Tu vois, de nouveau, qu'est-ce qu'on se raconte, quoi ?
c'est que ça, c'est de la fiction pour moi, c'est de l'imaginaire. Alors, on est prisonnier de notre imaginaire, on se raconte plein de trucs. Hein. Ça nous excite, ça nous désexcite, ça nous fait peur, ça nous voilà. Mais c'est un imaginaire. On n'est pas dans le réel là, on n'est pas dans ce qui se passe vraiment avec l'autre. C'est pour ça, mettez les corps ensemble et arrêtez de vous prendre la tête. Regardez tous les imaginaires que vous avez dans votre tête, qui soit qui vous montent en excitation, soit qui vous diminuent en excitation. Mais de toute façon, c'est de l'imaginaire. Et alors, voilà. Ton exercice là que tu as dit, le jeu, je suis la meilleure partenaire pour lui. Oui, Enfin, voilà. Oui. bien, Bah, ça marche bien quand tu commences à te raconter l'histoire, de nouveau une histoire. Je ne suis pas à la hauteur, je ne fais pas correct, je suis pas performante. Parce qu'en ce moment, la valeur, et notamment la valeur des femmes, elle est beaucoup sur cette affaire d'être une sexy désirable et compétente sur le plan sexuel. Ah, et notamment sexy et désirable. Il faudrait rester tout le temps sexy et désirable, tu vois. Jeune, beau, en bonne santé, sexy, désirable. Voilà. Hein. Cheese, voilà. Hein. Oh, chat, et voilà. Surtout pas avec des bigoudis, non, le matin, non, toujours pas en pilou, non, tu vois, toujours la tenue sexy, titi, tata, dernière chirurgie esthétique. Non, tu vois, ça devient complètement délirant, ce truc. Mais vraiment, hein. Donc, il y en a, ils sont obsédés par ce truc de l'esthétique, de l'image, d'apparence, et puis plaire aux hommes de cette manière-là. Alors, je vais te dire un truc, parce que je le vis aussi. C'est les hommes se mettent en concordance avec ces histoires de femmes. Maintenant, ils veulent être comme les femmes, désirables, sexy, excitants, tati tata, avec le dernier... c'est le dernier, comment ça s'appelle, la culotte sexy machin. Alors, ils font des photos de leur corps, machin, l'épilation, enfin tout le titi quanti, quoi. Exactement pareil. Les crèmes de beauté, les trucs pareil. Et donc, moi, ce que je remarque, c'est que, en tout cas pour moi, bon, je sais pas, après chacun ses goûts, alors, plus ils en font, et moins ils sont excitants. Enfin, moi je les désire, moi. Plus ils ramènent des tas de couches de superficialité, de je sais pas quoi, je veux me rendre désirable, sexy et désirable, et je mets en scène. Plus ils font ça avec de la volontairement, hein, moi je réponds même pas. Hein, quand je les vois avec leurs photos, leurs machins, voilà, déjà ça me fatigue déjà, rien que je vois ça arriver. Je trouve que c'est vraiment antinomique avec quelque chose qui est là, quoi, qui est là ou qui est pas là. Mais il y a du désir, il y en a pas, tu vois. Puis peut-être il y en aura tout à l'heure, et puis peut-être il y en aura plus tout à l'heure, tu vois. Mais toutes ces mises en scène, moi je trouve ça fatigant, épuisant, et ça met beaucoup le moi en pression. Le moi, c'est-à-dire notre moi qui dépend de notre estime de nous, quoi. Je suis toujours en train de pressuriser. Est-ce que je vais lui plaire, pas lui plaire? Est-ce que je vais lui plaire, pas lui plaire? On est fatigué de ça, quoi, à un moment donné, tu vois. Véronique, j'avais besoin d'un... Non mais il marche, hein. Oh, il amplifie pas, mais il marche. J'avais besoin d'un petit éclaircissement sur, parmi les trucs et astuces que tu nous as livrés pour relancer le désir dans le couple. Tu avais commencé par parler de l'aspect plutôt prise de distance, créant une certaine frustration et donc un désir de reconquête. Oui. Et puis tu as ensuite parlé... Enfin, pour moi ça semblait un peu antinomique, mais j'avais besoin de cet éclaircissement. C'est que ensuite tu as parlé de faire l'effort, de garder le cœur ouvert et le sexe dans la relation, même en cas de conflit. Donc en fait pour moi j'ai du mal à appréhender la distance par rapport à rester disponible en fait. C'est ça la distance dans le sens de pas trop se connaître, c'est ça? De pas être tout le temps ensemble, qui crée une frustration et qui relance le désir, et en même temps rester disponible pour le partenaire même en cas de conflit, quoi, et pas mettre de distance. Non, je vois pas le rapport que tu fais entre la distance. C'est pas une distance géographique là, c'est une distance... Au début de ta présentation, ce que tu présentais comme étant l'aspect de la frustration du partenaire qui ne répondait pas forcément aux attentes et qui donc ça crée forcément du désir. Oui, il y en a un qui veut, l'autre qui veut pas. C'est ça, plus tu l'échappes, c'est ce que je disais. Il y en a un qui lui échappe et plus tu t'échappes, plus tu fuis, plus moi je te fuis, puis moi je te suis. Oui, un truc comme ça. Bon, ça me parle. Hein. Mais rester ouvert, rester disponible à l'autre en cas de conflit,
qui est aussi une des techniques que tu nous as préconisées. C'est une piste, ouais. Ça me semble contraire. Moi, je vois pas en quoi c'est différent, mais je vois pas en quoi c'est antinomique, si tu veux. C'est deux pistes différentes, hein. Effectivement, moi, le « moi je te suis, puis moi je te fuis », ça marche, parce que ça met de la tension. Ça, oui. Mais je trouve ça triste, quelque part, personnellement, parce que s'il faut jouer sans arrêt à ça, c'est fatigant, quoi. Il faut tout le temps créer des circonstances pour ne pas montrer à l'autre combien j'ai envie d'être avec toi, je suis pas attachée, parce que comme ça je sais que ça va te mettre en manque, et si tu es en manque alors tu vas me désirer. Enfin, toutes ces espèces, c'est l'élaboration d'un scénario complexe qui peut être très fatigant. Et il y a beaucoup de femmes qui me témoignent justement qu'elles sont obligées de ne pas montrer leur attachement, leur envie de construire un couple ou de s'engager, parce qu'elles se disent « Oh là là, si je lui mets la pression, le mec il va se barrer, il ne faut pas que je lui montre que je l'aime, que j'ai des sentiments, il faut que j'en montre le moins possible, je vais jouer vraiment l'invisibilité, plus je suis invisible et plus il m'aime, plus je suis présente et moins il va m'aimer, il ne faut pas que je mette la pression, c'est moi qui ne fais pas correct, il faut que je le laisse libre, il faut que je sois libre », enfin un truc comme ça. Donc c'est le « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis » génère aujourd'hui des relations complexes et hyper souffrante. Donc ça marche, parce que ça fait monter la tension et le manque, et celui qui a envie qui résiste, si tu te montres en résistance, forcément l'autre il a en général plus envie de toi. Alors d'une complication ce truc-là. C'est pour ça que d'ailleurs je préconise jamais un truc comme ça, hein, même si je sais que ça marche. Je préconise jamais à mes patients au cabinet, ni moi d'ailleurs, de pas être authentique, tu vois, de pas commencer à cacher, raconter des tas d'histoires, commencer à se fabriquer des scénarios comme ça, parce que c'est très fatigant et épuisant, et l'estime de soi en prend un coup. Alors je préfère quand même, tant pis, être en clarté avec ce que je vis et ce que je sens, et proposer à mes patients de faire de même, quitte à ce que l'autre se barre en courant. Mais il se barre, c'est pas grave, il me rejette, il y en aura un autre qui me voudra. Ça veut dire que ça ne matchait pas forcément, c'est compliqué dès le départ, quoi. C'est pour ça que la deuxième piste, qui est plus pour des couples au quotidien, des couples qui se connaissent dans un long terme, si c'est une relation qui dure 3 minutes, c'est pas la peine, ou c'est tellement compliqué, ou faut faire des jeux, suis-moi je te suis, suis-moi je te suis, on n'est pas rendu. Hein. Mais si vous commencez à lâcher les masques et à vivre dans une relation beaucoup plus authentique, et est-ce que cette relation dure, c'est la deuxième piste, c'est celle que je donnais, c'est-à-dire rester toujours en contact avec le fond et pas la forme. Donc la forme, c'est les disputes, c'est les tensions, c'est les désaccords, c'est tout ça. Et le fond, c'est l'amour qui est vierge et qui est intact. Hein, c'est l'amour sans condition, on pourrait dire ça comme ça. C'est le ciel et pas les nuages. Donc les nuages passent et moi, je reste le ciel aimant. Donc une fois que je me suis bien engueulée avec mon partenaire, bon, j'ai pris des cours de communication non violente, c'est un peu mieux, entre guillemets, mais peu importe, même si j'arrive pas à être au top de la communication non violente, hop, on s'énerve, il y a une tension, on est en désaccord, et 2 minutes après, le nuage est passé. On peut passer à autre chose, c'est frais, c'est dispo, tu vois, parce que l'amour est intact. Parce que tu sais que c'est qu'un jeu des formes, hein. Tu es au courant de ça. Donc il n'y a pas un agrippement, voilà. Mais encore faut-il sentir la forme, le fond, Voilà. Ça va, c'est plus clair ? Ouais. Ça m'a permis de développer ces histoires souffrantes là du fuis-moi je te suis, puis-moi je te fuis, qui sont vraiment abominables et qui sont vraiment épiques sur la scène du jeu amoureux au jour d'aujourd'hui. Hein. Une autre question ou... Bon, bah écoutez, je pense que ça fait un petit moment déjà que j'en raconte tout ça. Donc, on peut rester, on peut rester ensemble un petit moment là. Moi, je vais rester là. Merci de m'avoir écouté. Et puis, je vais rester là aussi pour dédicacer mon livre pour ceux qui veulent que je dédicace. Sinon, il y a aussi des flyers que j'ai laissés là. J'ai un groupe de continu sur la relation amoureuse 1 fois par mois à Montpellier. J'ai des stages dans les Cévennes autour de la relation amoureuse au mois de juin, au mois de juillet. Voilà, j'en fais un la semaine prochaine qui s'appelle « S'attacher sans souffrir ».
Et puis du tantra aussi que j'anime, que j'ai beaucoup abordé aujourd'hui d'ailleurs, même si c'était pas tout le temps précisé, mais quand même, ceux qui connaissent la voie tantrique, en fait, tout ce que j'ai dit était très imprégné de cette vision du tantra. Voilà. Donc merci en tout cas de m'avoir écouté. Je suis très contente que vous soyez venus si nombreux, mine de rien. Et puis la prochaine conférence, elle sera sur le 18 avril à la Gazette Café sur le livre, les 5 profils psychologiques pour aimer et être aimé. Voilà. Sur quel thème ? Quels amoureux êtes-vous? Les 5 profils psychologiques, le livre que j'ai sorti. Pour aimer et être aimé. Voilà, je ferai un développement là-dessus. Merci. Trop bien les applaudissements, hein, ça c'est sympa, c'est narcissique et tout. Hein.